Cette semaine, au TSLH Podcast, on parle des cibles potentielles des Canadiens de Montréal pour le repêchage 2024. Et d'entrée de jeu, on vous présente un joueur russe qui était d'intérêt, semblerait-il, dans les rumeurs de signature en provenance de la KHL, Maxime Tsiplakov. Maxime Tsiplakov qui, dans les rumeurs, intéressait une douzaine d'équipes, dont les Maple Leafs et les Canadiens. On saura par la suite que les deux formations n'étaient pas finalistes pour signer l'attaquant de 25 ans, puisque les Islanders ont consenti un contrat d'une saison à Maxime Tsiplakov. L'épisode a été enregistré la semaine dernière, donc dans l'épisode, vous comprendrez qu'on surfe sur la rumeur le lien aux Canadiens de Montréal, mais on vous présente surtout le profil de ce joueur-là qui, selon les rumeurs, devait signer à Montréal. Et comme d'habitude, les rumeurs se sont avérées plutôt fausses concernant le Canadien. L'épisode est une présentation de Barbe Noire. Visitez leur site web à barbenoire.com. Passez votre commande en ligne et c'est livré partout au Québec dans une boîte qui garde toute la fraîcheur des produits. Abonnez-vous également au Patreon pour avoir les épisodes d'avance. On a des forfaits à 2$, à 4$ par mois. On a des forfaits aussi à 8$ par mois qui vous permettent d'avoir le guide de luxe du TSLH Espoir pour le repêchage 2024, qui fournit également des analyses des espoirs des Canadiens de Montréal. Donc pour un simple 8$ par mois, vous avez accès à du contenu exclusif comme ça. Vous pouvez changer votre forfait à tout temps. Présentement sur Patreon, on fait un mock draft avec tous nos membres. Il faut être membre évidemment pour participer, mais les membres qui auront le plus de prédictions pour le repêchage 2024 courront la chance de gagner un guide format physique, version imprimée si on veut. Donc visitez notre Patreon, le lien est dans la description. On a beaucoup de contenu exclusif menant jusqu'au repêchage. Donc merci beaucoup et je vous souhaite un très bon épisode. Présentation de toutsurlehockey.com. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Je suis avec Pascal pour cet épisode et on a un menu quand même assez chargé. C'est notre premier épisode, Pascal, après la loterie du repêchage. Fait qu'on va s'amuser un petit peu puis parler des cibles pour le Canadien de Montréal au repêchage 2024. On est en direct sur Patreon au moment d'enregistrer. Donc, ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à le faire. On en a déjà eu sur le Patreon. On va y répondre pendant l'épisode. Je prends un petit moment d'ailleurs pour remercier nos nouveaux membres Patreon. On a eu une petite vague ces temps-ci. On sent que le repêchage s'en vient. On sent que l'engouement s'en vient également. Yes. On a le guide de luxe qui va être disponible pour les membres Patreon du forfait Élite et en montant. Puis je rappelle aux membres que vous pouvez toujours changer votre forfait, que ce soit de le monter, le baisser ou peu importe. Vous pouvez toujours le faire sans problème pour avoir accès justement à la version Deluxe du guide du TSLH Espoir. Pascal, avant de se lancer dans l'évaluation et les discussions pour les cibles des Canadiens de Montréal, je voulais parler d'un petit sujet d'actualité qui est sorti aujourd'hui, 13 mai 2024.
Et ça concerne les Canadiens de Montréal. Une rumeur, là, évidemment, c'est un joueur de la Russie qui a refusé une offre qualificative du Spartak de Moscou. Donc, il risque de signer en Amérique du Nord. Ben, il y a 12 équipes d'intéressés, puis ben, le Canadien fait partie de ça, étonnamment. Ça fait des clics. Mais bonne vieille rumeur. C'est sûrement vrai, mais c'est comme ça. C'est Ben, tout le temps bien de mettre Toronto, Montréal puis Rangers, mettons, dans ce genre de bunch d'équipes-là. Exact. Fait que, vous aurez deviné que les Maple Leafs sont dans l'eau, tout comme les Canadiens de Montréal. On a vu quelques textes passer pour rapporter la rumeur, mais qui est Maxime Tsiplakov? Tsiplakov. Un petit placoteux. Ouais, mais c'est... Saint-Laurent va être content qu'on fasse des jeux de mots, là. Fallait présenter ce joueur avec un jeu de mots, bien évidemment. Il faut garder la sauce TSLH. Exact. Non, mais c'est ça, on voyait la rumeur circuler, puis je me suis dit, ben pourquoi pas aller le voir en ce lundi matin, assez peinard dans mon bureau. J'étais allé regarder des séquences, puis j'ai regardé un match complet là, de lui. Là. Fait que, tu sais, c'est pour évaluer un peu c'est quoi ce profil-là. Là. À un moment donné, moi, je le connaissais pas du tout. Je l'avais jamais vu jouer. Fait que, tu sais, on est en plein blitz pour le repêchage 2024. Je me taperai pas 8-9 games de Tsiplakov. Là, on n'est pas en décembre après le ranking préliminaire qu'on a pas 50 000 quotes puis profils à écrire. Fait que c'est un peu normal que tu ne tapes pas 10 shift by shift d'un gars qui signera probablement pas Montréal. Fait que... Exact. Puis tu sais, le but étant de au moins présenter à quoi ça ressemble un peu ce Russe-là. C'est un espoir. C'est un ailier de 25 ans, jamais repêché dans la Ligue nationale de hockey. À son année repêchage, avait joué dans la MHL et avait joué quelques matchs également dans la VHL. Je crois, là, j'ai pas les chiffres devant moi, j'ai pas Elite Prospect sorti, mais je crois qu'il avait eu 16 points en une trentaine de matchs à peu près dans la MHL à son année repêchage. Donc, c'est clairement pas des statistiques qui venaient attirer l'œil d'un recruteur à première vue. Puis j'ai pas été capable de savoir, est-ce qu'il y avait ce gabarit-là au moment du repêchage. Parce qu'on parle d'un ailier de 6 pieds 3 de 190 livres. Fait que c'est quand même un bon frame pareil au niveau de Maxime Tsiplakov. Profil de joueur rapide. Écoutez, c'était sa première saison avec 31 buts. Fait que sa production cette année était vraiment hors norme quand on regarde un peu sa production dans les dernières saisons. Le Spartak a ajouté des gros éléments en offensive cette année, notamment Nikolai Goldobin, un ancien de la Ligue nationale. Il y avait Ivan Morozov aussi qui a marqué 1 point par match en moyenne. Il a été blessé. Je pense qu'il y a une trentaine de matchs cette année. Donc l'alignement était quand même différent de l'année passée. Puis soudainement, Tsiplakov, il fait 31 buts. Fait que là, c'est quand même... On veut s'informer, savoir c'est quoi ce profil-là. C'est un gros ailier qui est excellent devant le filet. La majorité de ses buts, il les a marqués devant le filet à récupérer des rebonds. Mais un gars de 31 buts qui a un tir aussi peu trompeur, puis honnêtement, son lancer des poignets, c'est un lancer balayé qu'il annonce 8 ans avant au gardien de but qui s'en va tirer. Fait que je pense que dans la KHL, tu peux avoir une certaine efficacité à ce niveau-là, mais dans la Ligue nationale, je doute fortement que son tir soit efficace pour marquer 30 buts. Là, mettons que le Canadien est intéressé pour de vrai puis tout, puis que c'est pas juste une rumeur. Kent Hughes en a parlé quand même d'ajouter des attaquants top 6 avec du talent, mais il a aussi parlé du côté physique, rajouter du bois, puis dans le bottom 6, puis ce genre de profil-là, c'est un why not. Tu le signes 1 an ou 2 à 1 million ou moins, puis on verra. Là. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit full productif. Il l'était pas en KHL. Ce gars qui est physique un peu, de ce que j'ai compris, mais pas à outrance.
ces grandes glaces, c'est sûr que c'est pas priorisé ce genre de jeu physique-là. Peut-être que sur les petites glaces, ça pourrait plus s'en sortir, mais bon. On verra bien. Ouais, puis tu sais, c'est un gars qui a pas un excellent patin, là. Honnêtement, il est zéro explosif. Tu sais, je dirais que déborder des défenseurs dans la KHL à 25 ans, je m'attends quand même à ce que tu sois en mesure de le faire, puis c'était pas toujours le cas. Je trouve pas qu'il y a des mains... écoute, c'est du gauche-droite, puis c'est limité à ça, là, au niveau du maniement de rondelle. Il se débrouille dans sa zone. Un fait intéressant là, que j'ai remarqué, tu sais, sur ses 31 buts, il y en a 6 en avantage numérique, puis il y en a 4 en désavantage numérique. Puis, tu sais, je comprends pourquoi il l'utilise en désavantage numérique, parce qu'il est quand même bon pour couvrir la zone là, dans son territoire, en tout cas, de ce que j'ai pu voir rapidement. Fait que, tu sais, c'est le genre de joueur que, comme tu dis, tu rajoutes au bottom 6, puis tu prends une chance, puis... Ouais, c'est ça. Ça rajoute de la compétition à l'interne. Exact. Il y a déjà le gabarit, puis il y a l'âge. Fait que ça te permet de ne pas rusher un jeune qui n'aurait pas d'affaires là en plus. Fait que c'est pas mauvais pantoute d'avoir ce gars-là, mettons, comme possible signature. Est-ce que ça jouerait sur, mettons, Joshua Roy? Je penserais pas, parce qu'il vise pas le même rôle. Mais on verra bien. Ben, tu sais, moi, honnêtement, je pense qu'on pousse la réflexion bien trop loin. Ouais, moi, je pense que ce gars-là ne jouera même pas dans la Ligue nationale. Là, fait que... Ça dépend de l'équipe. S'il signe à San Jose, peut-être. Non, mais tu sais, c'est parce que il y a des Russes qui ont des meilleurs pédigris puis des meilleurs parcours, puis ça marche pas dans la Ligue nationale. Fait que pourquoi un gars qui a soudainement une saison d'éclosion de 30 buts, tu sais, je veux dire, oui, ses buts, il les a marqués dans des endroits payants pour la Ligue nationale, ce qui est devant le filet, mais honnêtement, tu vas-tu avoir un gars de 15-20 buts en lui dans la Ligue nationale, direct en partant, alors que niveau patin, d'après moi, il ne suivra pas. Niveau tir, à part s'il se parque devant le goaler pour faire un écran, il ne te servira pas à grand-chose. Moi, en tout cas, j'ai des gros doutes. Là, on en a tellement. À un moment donné, je comprends le principe de late bloomer, d'éclosion sur le tard. Là. Mais on en a vu, là, un puis un autre, là, des Russes de qualité dans KHL. Puis tu sais, j'aimais le commentaire que quelqu'un nous a servi sur Twitter, mais 31 buts dans KHL, il faut juste rappeler que Cédric Paquette, il y en a 22. Là, fait que, il y a beaucoup de joueurs qui performent dans la KHL. Jordan Will, bat des records. C'est ça. Fait que faut quand même prendre le tout avec un grain de sel, mais bon, les rumeurs, ça fait parler, fait que... On va laisser sa chance. Puis regarde, ça fait parler, on a fait 9 minutes là-dessus. Yes! C'est fou. On y laisse la chance, juste qu'il faut pas que le monde capote non plus. Aller dans les commentaires YouTube là, de n'importe quelle vidéo qui concerne ce gars-là. Écoute, on le compare à des gros joueurs parce qu'il y a 31 buts en KHL. Calmez-vous, laissez-la aller. Là. On verra bien. Non, c'est ça. Alright, donc c'est ce qui fait le tour pour Maxime Tsiplakov. Avant d'embarquer... c'est correct. Oui, c'est ça. Mais mention honorable, parce que Tsiplakov fait toujours des faces vraiment drôles après avoir marqué des buts. Puis c'est pour ça l'image sur l'article de Tout sur le hockey que j'ai fait, là. Il y a tout le temps des faces, genre, tu sais, comme si le but, là, c'était le but de l'année, là. Ouh, tu sais, puis... En tout cas, je l'ai pas bien vu faire des buts de l'année, là. C'est ça qui est drôle. Alright, avant de sauter dans le vif du sujet au niveau le CH au repêchage, j'avais une petite question sur un retour dans le U18. On en a quand même parlé un petit peu là, du U18, Pascal. On a effleuré pendant la loterie. On en a parlé avant aussi dans le plus récent épisode. Je sais pas si tu te souviens, Pascal, à la loterie, on a parlé de Trevor Connolly, qu'il jouait pour Trevor Connolly. Puis, je sais pas si c'était avec toi, mais on a déjà parlé de la course au record à Cole Eiserman, puis la course au record de James Haggins, puis là, après ça, on extrapolait, dans la Ligue nationale, il y en a des courses au record actuellement. Tu as Ovechkin, tu avais Matthews, puis Matthews, sa course aux 70 buts.
Ça a créé des distractions, ça a été dit du côté de Toronto. Les joueurs veulent juste y passer à la rondelle pour qu'ils marquent. C'est la même chose avec Ovechkin. Puis ton système il est affecté par rapport à ça. Je ramène ça au programme américain. Selon toi, Pascal, le programme américain, c'est-tu un programme qu'on pourrait juger d'individualiste dans le sens c'est un regroupement d'individus qui travaillent que pour eux ou on peut considérer que c'est vraiment une équipe à part entière, ce programme-là? J'espère que non. Que c'est pas nécessairement ça. Parce qu'il y en a là-dedans qui, tu vois, qui jouent pour l'équipe. Tu sais, je peux pas te dire que Bednarik est un gars qui joue tout le temps pour Bednarik. Tu sais, chaque espoir a son nom en tête pour le repêchage puis tout, mais peut-être que je suis un peu naïf, mais je tends à penser que la majorité joue pour l'équipe, le système, parce que c'est une des façons de faire en sorte que tu te fasses repêcher. Parce que moi, en tant qu'observateur hockey, j'aime bien ça quand quelqu'un se sacrifie pour l'équipe. C'est être rugueux, puis aller au filet, puis utiliser tes habiletés pour le bien commun, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'évalue quand même assez en priorité, dans le fond. Puis quand tu as un gars comme Connolly ou bien comme Michael Hague, qui est un petit peu plus individualiste, ben ça gosse un peu, mais des fois, le talent compense pour ça. Mais selon moi, le programme américain, oui, il y en a sûrement qui le sont, mais je suis pas sûr que c'est une majorité. Parce que j'ai l'impression, tu sais, c'est ça, cette année, je pense réellement qu'il y a eu beaucoup de concentration sur les honneurs individuels. Ouais. C'est en rien contre James Hagens, contre Cole Eiserman, contre ces gars-là. Je pense que même Cole Hudson, il y avait une marque là, pour les défenseurs, c'est ça. Oui, si je me souviens bien, il a battu le record. Là, fait. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas contre eux autres, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu regardes la finale contre le Canada, puis tu vois que ça jouait de finesse, puis que tu vois que ça a essayé d'en faire trop, la passe de trop. Il y a beaucoup de finesse. Vraiment beaucoup, depuis au moins 2 ans, là, avec, sûrement depuis longtemps, là, mais avec Smith, Leonard, puis Perrault l'année passée, là, les passes de trop, là, c'était non-stop. Il aurait pu produire encore plus s'il avait amené encore plus le jeu au filet. Puis cette année, il avait peut-être un peu moins parce qu'il y avait moins de talent sur le même trio. Tu sais, Eiserman et Higgins ne jouaient même pas ensemble la plupart du temps. Ces gars jouaient avec Higgins. Puis oui, il y avait de la finesse, mais c'était pas comme l'année passée. Là. Mais Hudson en amenait beaucoup quand même. Là. Mais ouais, je pense qu'il y en a. Tu sais, je pousse ma réflexion encore plus loin. On le sait, c'est connu. Tu sais, le programme américain, c'est un programme qui est dispendieux pas mal. Ça coûte cher, puis souvent, puis là, je veux pas généraliser, mais souvent, c'est des enfants d'Américains assez aisés au niveau financier, tu sais. Fait que ça peut-tu jouer ça aussi, tu sais, avec la génération de jeunes qui s'en vient, tu sais, on le voit un peu dans la vie de tous les jours, puis ça. Tu sais, la génération enfant roi, là, on le connaît, tu sais. Ouais, ça peut-tu être quelque chose c'est ça peut-tu être quelque chose qui fait en sorte que ça influence justement cette individualité-là, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on pourrait vraiment dire que ouais, il n'y a pas grand leader dans la Ligue nationale qui sont issus du programme américain dans les dernières années. Là, ouais. C'est sûr qu'il y a des bourses d'études et tout. Là. Moi, c'est pas négatif que ces gars-là, ces personnes-là soient dans une famille qui a de l'argent ou qui sacrifient plusieurs affaires pour ça. Non, c'est ça. C'est pas ça que Matt veut dire. Là. J'aime que tu amènes le bémol. Je suis pas en train de dire, mettons, comme Zach Hyman, il est dans la Ligue nationale puis il a marqué 50 buts parce que ses parents sont riches. Là. C'est pas ça. Là. C'est pas le point, mais pas du tout. Clarifier. C'est pas ça qu'il dit. Mais tu sais, oui, c'est sûr que dans certaines familles, il y a les enfants rois puis tout, oui. Mais il faudrait que je regarde au niveau des leaders puis tout, là, pour voir la proportion de leadership tout ça, dans ces équipes-là. Mais c'est quand même un beau débat. J'avais pas pensé que tu m'as ramené ça de même. C'est quand même une belle discussion à avoir, je crois, sur ça.
Puis tu sais, veux pas, c'est une équipe élitiste, là, dans le fond, au hockey, très, très sélective sur les joueurs qui font partie de ça. Est-ce que la famille fait partie? Sûrement un petit peu. Tu sais, je regarde rapidement dans les dernières années, tu as un Rutger McGroarty. Tu peux juger quand même que c'est un bon leader, mais on dirait que j'ai de la difficulté à reculer dans les années et me dire, ah, lui, là, tu sais, clairement, là, il est issu du programme. Puis... On n'a pas les raisons véridiques qui sont probablement M. Hart, mais il ne peut pas le dire, c'est correct, il faut respecter ça, mais il y a un astérix à côté de son nom au niveau du leadership. Ben, c'est ça. J'essaye au hasard d'aller chercher des équipes du programme dans les dernières années, puis on dirait que je sais pas. Ça serait vraiment... La question serait évaluée encore plus parce qu'il y a beaucoup de talent qui sort. Il y a beaucoup d'habiletés individuelles qui sortent du programme, mais est-ce qu'on est capable de former des joueurs de hockey de la Ligue nationale ou on est capable de former des joueurs talentueux seulement? Je trouve que, en tout cas cette année, je trouve que le programme nous a fourni des joueurs talentueux, mais ça a coûté la finale du 18 le fait d'être individualiste comme ça. Là. Ouais, de penser aux chiffres et non pas nécessairement à la médaille et au logo en avant. Je serais intéressé de savoir l'opinion de Simon Servant là-dessus. Oui, clairement. Il suit ça depuis vraiment plus longtemps que nous autres au niveau des espoirs. Il fait des listes depuis 2010, si je me souviens bien. Donc, je serais quand même intéressé d'avoir son opinion là-dessus. Il viendrait assurément me dire qu'en 2014-2015, que j'ai sous la main présentement, il y a Matthew Ketchuk qui était dans le programme américain. Fait que là, tu sais, c'est ça. On parle pour parler. Là, on le sait qu'il y en a des... Mais tu sais, il y a un certain Austin Matthews aussi qui était là-dedans. Beaucoup de talent, mais est-ce que c'est un leader? Pas sûr. Plus que Marner, probablement. Mais bon. Tout est dans la moustache. Ouais, c'est ça. Et dans la coupe de cheveux. Ouais, dans la coupe de cheveux, ouais, ouais, c'est ça. Le CH au repêchage, point principal du podcast d'aujourd'hui, mais on va aller dans plusieurs thèmes par rapport à ça, parce qu'on a des questions de nos membres Patreon, évidemment. Tout d'abord, Pascal, on va commencer avec le premier choix au repêchage, donc le 5e. Puis par la suite, on pourra discuter du choix des Jets, des options, les hypothèses possibles et tout ça. Quelle est ton évaluation du 5e rang pour le CH, tes hypothèses, tes scénarios possibles pour le repêchage? Ben, je pense que Hughes a été quand même assez clair qu'un défenseur gaucher ne sera pas l'option. Il y a des beaux noms, pareil. Même si je l'aime pas, Silayev est là. Boyan était là aussi, même si moi je l'ai plus bas. Mais il y avait quand même Dickinson aussi qui était intéressant à ce rang-là. Mais je pense qu'on peut être avec certitude certain qu'un défenseur gaucher ne sera pas le choix. Défenseur droitier, je pense qu'ils sont pas nécessairement pour, mais selon ce qu'on lit entre les lignes, ils en ont quand même probablement dans leur top 5 au niveau de leur liste. Si les 4 premiers sortent, peut-être qu'ils vont aller vers là. C'est vraiment l'interprétation que j'ai de ce que Kent Hughes mentionne dans ses entrevues. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment un attaquant, que ce soit un centre ou un ailier. Je pense pas qu'ils vont faire la fine bouche sur un attaquant intéressant. Les options, on les connaît toutes. Il y a Celebrini qui sera pas là. Demidov, ça pourrait être là s'il y a 2 défenseurs qui sont choisis. Ça pourrait. Parce que veut pas à Chicago, mais ils ont beaucoup de jeunes joueurs en bas de 6 pieds. Donc, est-ce qu'ils vont passer le tour pour aller chercher un Lindstrom ou un défenseur? Ça pourrait être le cas. Anaheim, on pense tous qu'ils vont aller chercher un défenseur droitier. Ça pourrait ne pas être le cas, mais je pense que c'est logique pareil. Columbus, c'est là la carte cachée un peu. S'ils vont chercher Silayev ou Dickinson, ou peu importe ce que vous voulez, là, ça pourrait vraiment arriver. Est-ce que ça va être le cas? Aucune idée. Aucune idée, ça va être ça. Mais tu sais, pour le Canadien, je pense que tout le monde identifie un peu les joueurs. Lindstrom, Iginla. Après ça, Seneca qui fait sensation en ce moment avec des bonnes séries éliminatoires. Est-ce que ce sera un reach? Je crois que oui, au 5e.
Mais on est habitué avec les reach chez Canadien Montréal. Je serais pas déçu, mais je pense que l'option Seneca vient avec un trade down. On va sûrement en parler là ou plus tard. Là. Mais tu sais, tant qu'à prendre Seneca au 5e, moi personnellement, je trade down parce que je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont être choisis par les autres équipes après. Mais qui voudrait trade up? Aucune idée. Ben, j'ai des idées. On verra si t'as les mêmes. Oh, t'as failli oublier ton micro, je viens de te voir. Oh, ouais. Je viens de te voir, mon gars. Oui, j'ai failli me faire avoir encore. On a une question de Guillaume, puis je vais enchaîner par après. Est-ce que c'est trop tôt pour Iginla au 5e? Moi, personnellement, tu sais, puis tu pourras renchérir, Pascal, mais tu sais, le CH nous a montré dans l'ère de Kent Hughes que s'ils aiment un joueur, ils vont le sélectionner, peu importe ce qui arrive, tu sais. Ça vaut pour Iginla, ça vaut pour Seneca aussi. Fait que, tu sais, je pense que pour Iginla, 5e, c'est pas trop tôt. Est-ce que je trouve que c'est un reach, moi, personnellement, par rapport à mon évaluation du joueur? Pour Iginla, je trouve pas. Pour Seneca, je trouve que oui, ce serait quand même un reach, comme tu disais, là, Pascal. Tu sais, moi, mettons un scénario, là, pour trade down, tu sais. T'as Iginla, t'as les Seneca qui sont encore disponibles, mais Lindstrom, Demidov et Levchunov sont plus là. Calgary t'offre le 9 puis le 29. Moi, j'y pense sérieusement à trade down d'un coup que Iginla et Seneca sont là. Au pire, il y a Branson Nugent, Elenius, t'as plein d'autres joueurs. Est-ce qu'Elenius serait une option, le Canadien? Je ne penserais pas. Mais au 9e, t'as quand même encore des options. Il y a Parik aussi. Fait que tu sais, t'as vraiment beaucoup de substance pour y aller avec un trade down. Mais le Canadien, je crois qu'ils vont vraiment sélectionner le premier attaquant sur leur liste au 5e. Je pense pas que ça va être une option pour eux autres de trade down. Ça se pourrait, mais je pense pas. Il y a quand même plusieurs options. Si tu prends Seneca au 9, comme je te parlais, Seneca au 9, Surin au 27, après ça, tu vas chercher un autre Huguet au 29. Moi, je serais très content. Je rajoute une variable, Pascal. C'est Guillaume Desparois qui nous posait la question sur Patreon. Si Demidov, Lindstrom et Iginla sortent avant le CH, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un défenseur? Est-ce qu'on prend Berkeley Catton? Est-ce qu'on prend Beckett Seneca, justement? Ou est-ce qu'on s'en va avec ça? Je pense, tu sais, le Canadien, il voit avec ses besoins. Je pense que c'est pas en tout caché. Catton n'est pas un besoin de par sa grosseur, même s'il a le talent qu'il a. Moi, je l'aime bien, Catton, au niveau de la production offensive. Il y a quand même des risques rattachés à ce gars-là. Mais le Canadien a vraiment identifié talent et physique. Donc, je pense pas que Catton est nécessairement haut dans leur liste. Je pense qu'il ira avec Levchunov. Mettons, avec les choix qu'ils ont là, je crois que ce serait ça, là, leur choix. Le nom de Parik est dans les suggestions. Puis je prends la balle au bon vu qu'on peut aller vers là. Stéphane Gingras nous demande sur Patreon, parmi les nombreux défenseurs qui sont en première ronde, lequel est le plus productif offensivement? Moi, personnellement, je mettrais Zane Parik. Est-ce que c'est une raison pourquoi je le prendrais si on revient à la suggestion de Guillaume? Ce serait pas une raison pour le prendre pareil pour moi. T'sais, je trouve que c'est lui qui a le plus haut plafond offensif en termes de défenseur. Mais c'est pas ce que le CH a besoin présentement. Rajouter un défenseur offensif, rendu là, si c'est le meilleur joueur disponible pour le Canadien, qu'ils le prennent, puis au pire, il y a d'autres défenseurs qui peuvent se faire échanger. Mais personnellement, je préfère mettre mes œufs dans le panier à Mailloux, à Hudson, à Reinbacker, à Goulet, comme quatuor, comme premier quatuor des Canadiens de Montréal. Alors ça, c'est un inside, il n'y a personne qui va comprendre, là, mais bon. Ça dépend. C'est plutôt ce qu'on lit aujourd'hui. Ouais, plutôt que d'y aller avec Zane Parik, alors que tant qu'à viser un plafond offensif, vas-y avec Berkeley Catton, qui est un attaquant au final. Moi, pour le CH, Parik, ça sera au 9e s'il drop ou bien au 8e.
Là, ça me dérangerait pas. 5e, je suis correct. Là, comme Rainbacker, je l'encouragerais, puis ce serait correct. Puis probablement que ça créerait un peu de chaos au niveau des trades, là, on va se le dire. Mais tu sais, c'est pas un joueur que j'identifie avec un... Oui, il y a le plafond, mais le plancher est bas, pareil. Puis je trouve ça dangereux au 5e. J'en parlais sur les ondes de Boulevard, c'est la semaine passée, vendredi. Au niveau du 5e choix des Canadiens, tu sais, moi, je vois vraiment TJ Ginla sortir à ce rang-là. Ouais. C'est un gars que tu as une certitude qu'il va jouer dans la Ligue nationale par rapport au profil qu'il a. Là, le type de joueur que TJ Ginla est, tu peux le projeter facilement dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a le physique, il a le tir, il a la vision du jeu, il a l'éthique de travail au niveau de son jeu sans la rondelle. Je pense que son éthique de travail, j'imagine qu'elle doit être bonne dans le vestiaire puis dans le gym. On m'a dit que son père n'est pas impliqué quotidiennement dans la vie de son fils, dans le fond. Pas qu'il est un père absent, mais il s'impose pas. Il est là comme support si Tiggs a des questions ou bien des conseils, tout ça. Mais il n'est pas là à l'appeler à chaque fois pour dire « Hey, t'aurais dû faire ça », comme beaucoup on voit dans le sport professionnel. Fait que on m'a dit qu'il y avait ça. Fait que je suis quand même content d'entendre ça. T'sais, un peu comme Denis Gauthier me disait là, l'année passée, l'année passée, je pense que je l'ai interviewé sur Ethan Gauthier, dans le fond. T'sais, il dit, des fois, il va peut-être être un peu, ça va mal en ce moment, est-ce que tu veux qu'on en parle? Mais jamais il va dire, hey, t'arrêtes de jouer demain, t'arrêtes de jouer demain. J'aime ça qu'un pro, une légende, pas Denis Gauthier, mais Ginla, faire ce genre de mentalité-là. Puis, il peut en donner des conseils, Ginla. Là. Je pense que c'est pas le dernier venu. Là. Mais j'ai été content d'apprendre ça. Présentement, avec le pouls des internautes, parce que j'ai sondé avec mon compte puis avec le compte de Tout sur le hockey aussi sur Twitter, différents scénarios pour le 5e choix. Dans un des sondages, je parlais que Ivan Demidov et Caden Lindstrom n'étaient plus là. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, là, si Caden Lindstrom il est là, on ne s'ostinera pas. Là, moi, je prends Caden Lindstrom. Même si, mettons, là, le plafond offensif d'un Berkeley Catton est supérieur, ou peut-être même que il y en a qui peuvent penser que TJ Ginla il a un plafond supérieur de potentiel que Caden Lindstrom. J'ai aucun problème avec ça. C'est tout à fait légitime. Ben ouais. Mais même Sénéqué, mettons, là, quelqu'un, à cause des séries qu'il a, puis on n'a pas mal plus de données sur lui parce qu'il a joué toute la saison. Là. C'est ça. Fait que, tout se justifie. C'est juste que si Lindstrom il est disponible, tu as un joueur de centre, de 6 pieds 4, mobile, offensif, qui frappe aussi. Tu as le prototype licorne un peu qu'on aime, qu'on aime qualifier dans le scouting comme étant le coach dream, un joueur qui a comme tous les éléments que tu recherches dans le même profil. Fait que tu craches pas là-dessus. Puis rendu là, ce sera à toi de le développer comme un joueur de 70, 80, 90 points. Ça, on verra. Mais advenant que les deux soient pas là, Demidov et Lindstrom, ben, dans le sondage que j'avais fait, Ginla sortait majoritairement. 45% des 880 votes penchaient pour prendre Ginla au 5e rang. Fait que ça, moi, j'étais totalement d'accord là-dessus. Puis dans le 2e sondage, la plus grosse surprise du repêchage concernant le CH, ce serait quoi? Et la réponse qui a obtenu 34%, il y a eu un 30% que c'était trader le 5e pour Trevor Zegras. Ça, j'aimais bien ça, cette réponse-là. Là. Mais la plus grosse surprise sur 584 votes, c'est que Beckett Seneke sort au 5e rang. Ben, ça serait étonnant. Étonnant. Venant d'Anaheim, ça serait étonnant. Venant du CH, pas tant. Parce qu'on sait c'est quoi qu'ils recherchent. C'est ça qu'ils recherchent. C'est vraiment ça. C'est un genre de Seneke, un genre de Ginla, un genre de Lindstrom. Des gars qui jouent dans le trafic, qui amènent un aspect physique, qui sont quand même assez responsables. Seneke est un peu plus brut. Pas brut dans le sens méchant, mais brut dans le sens il y a du raffinement à faire pas mal. Mais c'est normal. C'est pour ça qu'il est plus bas dans les listes. Mais si le CH, la consigne aux recruteurs, c'est ce profil-là qu'on veut. Sortez-moi les meilleurs, mais t'as Lindstrom, t'as Ginla, t'as Seneke.
selon mon évaluation à moi, qui va sortir dans le top 3, tu sais, de ce genre de profil-là. C'est normal que ça ressorte dans McCagg puis tous ces gens-là. Ça demeure une possibilité véridique s'il trade down, selon moi. Mais s'il sort 5e, soyez pas étonnés. C'est vraiment une possibilité. C'est exactement ça qu'ils recherchent. Surtout, soyez pas fâchés Non, tout de ça. suite. T'sais, soyez fâchés dans 5-6 ans si ça tourne mal. Ouais. Mais soyez pas fâchés tout de suite. Beckett Seneke, c'est un solide joueur de hockey. Là. Un solide nom. Il y a un solide nom aussi. Puis, tu sais, Marty nous le disait dans le podcast de la loterie du repêchage, mais c'est un joueur, tu sais, qui a un aura autour de lui. Il est plaisant dans le vestiaire. Il est d'une agréable compagnie, selon Marty. Fait que, tu sais, je pense pas que Marty du podcast La Relève vienne dire des niaiseries à propos d'un espoir ou qu'il y ait un agenda pour vendre un espoir. Ça, c'est s'il faisait ça, mettons qu'il il travaille pour la CHL, il pourrait là, se vanter non-stop qu'il parle à tel joueur. Est-ce que tu l'as déjà vu vanter à fond ce genre d'affaires-là de on m'a dit, comme je viens de dire tantôt, ou de plein d'affaires de même? Ben non. Parce que c'est pas ça qu'il recherche. Il cherche à informer les gens. Puis tu sais, Marty, il nous a donné des insights sur Beckett Seneke dans le podcast parce qu'on lui a demandé, mais jamais, tu sais, jamais il va pavaner comme ça. Fait qu'on peut, c'est une information digne de confiance, à mon avis. Fait que tu sais, c'est totalement intéressant de savoir que ce profil de joueur-là répond encore à ce qu'on recherche aux Canadiens. Culture, rugosité. Puis l'indice, je sais pas, je me souviens plus. Ah, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est juste que moi, ce que j'espère pas, puis tu sais, je l'ai dit ces ondes de boulevard, puis il faut le redire encore. Ce que j'espère pas, c'est que on passe encore par-dessus un espoir avec un ADN, avec un père, une famille de winners, qu'on passe par-dessus un prototype comme ça pour privilégier un joueur qui est en pleine ascension en fin de saison, qui habite pas nécessairement son corps encore, mais qu'on espère qu'il va progresser dans ce sens-là. Tu sais, je veux pas que les fans du Canadien revivent un Ketchuk Kotkaniemi. Puis je dis pas que Beckett Seneke, c'est Kotkaniemi en passant. Là. C'est le contexte. Je veux pas que dans 6 ans, on regarde le repêchage 2024 puis qu'on se dise LCH repêchait 5e. Ils pouvaient prendre Tedjigan là. Puis ils ont sauté par-dessus pour prendre Beckett Seneke puis que son développement a mal viré. Ça serait plate. T'sais. Puis je dis pas que le développement de Beckett Seneke va mal virer parce que présentement, les indicateurs prouvent que il est en voie de progresser comme on pense qu'il va progresser. Fait que, ça sera pas une mauvaise sélection au 5e choix. Là. Pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. J'espère juste intérieurement qu'on revivra pas ça. Là, puis tu sais, ce qui est le fun avec Hughes, c'est qu'ils ont beaucoup de gens en place pour le développement. Contrairement à Bergevin, qui semblait s'en foutre complètement. Puis avec Kotkaniemi dans la nationale de hockey à 18 ans, alors qu'il aurait vraiment dû retourner en Finlande ou aller dans la Ligue américaine de hockey, peu importe. Là, je pense que ça aurait été des meilleurs résultats. Mais on ne saura jamais. Mais le niveau de risque au niveau du développement me fait pas mal moins peur qu'avant. Mais quand même, ils ont tout approuvé là, au niveau du repêchage, parce qu'on n'a pas encore vu des dividendes sur la glace, à part Slavkovski, qui est quand même un très bon joueur, tout comme on savait. Mais ça serait pas dégueu. Slavkovski, Méchard, peu importe Méchard, on s'en fout, là. Mais Lindstrom, Bacha, serait quand même pas dégueu. Bref. Ouais, un petit duo de Medicine Hat, effectivement, là, ça serait pas dégueu. Là. T'as le dynamisme de Bacha, puis t'as Caden Lindstrom qui va compléter. Ben, compléter, en fait. Les deux se complètent très bien, là, mais c'est deux styles différents, mais deux prototypes fort intéressants. On est toujours dans le 5e choix. T'sais, le CH, là, ça fait quelques années qu'on dit qu'on est en reconstruction. Il y a eu, ça a commencé par Juraj Slavkovski au premier rang. Il y en a qui étaient déçus. Avec le temps, présentement, les indicateurs nous démontrent que c'était une très bonne sélection. Puis, tu sais, je veux dire, les Coyotes sont super contents d'avoir Logan Cooley, puis les Devils sont super contents d'avoir Nemetz, puis le Kraken est content d'avoir Shane Wright. Puis, tout le monde est content.
On peut même pas dire encore qui est le meilleur. C'était un top qu'on se doutait sur le coup que oui, on avait un nom qu'on préférait, mais on se disait que n'importe lequel des trois serait quand même un bon choix. Puis ça le prouve juste avec les années à date. J'ai hâte de voir Wright dans le national de hockey à long terme. Nemeth aussi dans un meilleur système défensif. Mais tu sais, c'est sûr. Ce repêchage-là était, avec le recul, un très bon repêchage dans le top. Là. Exact. Même s'il n'y a pas de bédard. On arrive la saison suivante. On repêche. Là, ça va faire 2 années de suite qu'on repêche dans le top 5. Yes. L'année passée, c'était David Reinbacher. Cette année, on ne le sait pas encore, mais on prévoit repêcher un attaquant. Guillaume Villeneuve, dans les commentaires Patreon, nous demande quel scénario on préférerait pour le CH. Scénario 1. En 2023, Montréal repêche Ryan Leonard ou Matvei Michkov, puis se garde le soin de repêcher un défenseur pour 2024. Ou scénario 2. En 2023, repêche Reinbacher, puis cette année, le CH repêcherait TJ Ginla ou Berkeley Catton. Ben, tu sais, Mishkov, Demidov, en tout cas, ben, non, mais l'année passée, ce qui est étonnant avec cette question-là, c'est que l'année passée, oui, cette année 2024 était prévue comme un repêchage de défenseurs, mais tu sais jamais comment ça va aller la saison. Fait que, tu sais, ça demeure quand même assez risqué de te fier sur le prochain repêchage pour prendre un défenseur que tu évalues comme première paire ou top 3 ou top 4. Tu sais, l'année passée, Reinbacher, il l'avait vraiment haut sur leur liste, de ce qu'on comprend. Donc, on ne peut pas vraiment leur en vouloir d'avoir pris le meilleur joueur sur leur liste. Mais à mes yeux, c'est sûr que c'est Michkov. Puis cette année, tu prends un défenseur ou un autre attaquant. Ça, je vais encore liste. Mais tu sais, c'est comme... L'année, moi, je l'avais un peu plus bas. Tu sais, j'aurais pas été déçu au 5e. Là. J'aurais été plus content que Reinbacher, c'est sûr et certain. Mais tu sais, Michkov, je pense qu'il faut se l'enlever de la tête. Là. Il n'a jamais été une option pour le Canadien. Puis je pense que le Russe s'est aidé, on en a déjà parlé, là, a aidé son sabotage, si on veut. Mais à mes yeux, c'est sûr que je choisis Michkov, puis au pire, un défenseur l'année prochaine. Parce que à mes yeux, Michkov était le meilleur joueur disponible au 5e et de loin. Est-ce que j'ai raison ou non? On le saura plus tard. Mais c'est ça. Ryan Leonard ou TJ Ginla en frais de joueur rugueux? Oh, TJ Ginla. Moi, Leonard, je l'aime bien, mais il y a quand même 2 joueurs ultra créatifs avec lui qui l'ont aidé depuis 2 ans, minimalement peut-être 3 ans. Je pense qu'ils ont joué aussi ensemble dans le U17. Là. Mais dans le national de hockey, je crois qu'il va être un bon joueur, mais est-ce qu'il va être capable de driver un peu plus le jeu comme Ginla le fait? C'est là que j'ai des doutes, dans le fond. Ouais, je suis pas mal dans ton équipe pour ça. Je trouve que Ginla a ce don. T'sais, même si c'est un marqueur de 40 buts dans le junior, reste que c'est un gars qui a vraiment une bonne vision de jeu puis qui alimente très bien ses coéquipiers. Puis je trouve que justement, dans la façon qu'il joue, il rend ses coéquipiers meilleurs sur son trio. Tandis que Leonard, sans être nécessairement à la remorque de ses coéquipiers, a peut-être pas cette touche-là de rendre ses coéquipiers meilleurs. T'sais, on n'a pas cet indicateur-là. Il a joué avec des joueurs élites depuis 3 ans. Comment je le vois, mais c'est plus le gars qui va taper sur l'épaule du gars talentueux et dire hey, le filet, il est là. On amène le jeu au filet. C'est ce genre de mentalité-là que j'aime bien. Mais pour driver, je suis pas sûr que c'est comme Higgin là. Mais moi, j'aurais pas détesté Leonard, Dak, Higgin là. En tout cas, ça aurait quand même pas été dégueu. Ah, c'est sûr. Moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que le CH a une vision nécessairement à long terme? Tu sais que c'est un repêchage de défenseur 2024. Ouais. Tu choisis de repêcher un défenseur en 2023 alors qu'il y a du talent jugé élite qui était encore là. Puis là, 2 mois après, t'as Kent Hughes qui s'en va dire dans notre reconstruction, il manque de talent élite en offensive. Fait qu'en 2024, on va repêcher un attaquant. Là, on va espérer que parce que TJ Ginla, autant que je l'aime, c'est pas un attaquant élite. Puis Beckett Seneca n'est pas un attaquant. C'est ça. C'est pas un attaquant. Ben, moi, TJ Ginla, je le vois.
C'est un Je le vois. complémentaire élite. Ouais, c'est ça. En fait, là, je vais révéler quelques petits points de ma quote du guide, mais c'est un joueur complémentaire de top 6. Je le vois pas comme un marqueur de 90 points, mais je pense que son impact en série et pendant la saison, surtout en série, Ouais. va aller au-delà des statistiques sur la feuille. Puis c'est ce qui fait en sorte que son profil est hautement intéressant. Puis je pourrais dire la même chose aussi de Beckett Seneke. Si Seneke rajoute une touche physique à son profil, on est pas mal dans les mêmes eaux aussi. Ouais, Mais reste que c'est pas un talent élite. Tu te dis, ça sera pas le visage de l'équipe. Non, c'est ça. Une chose qu'on aimait beaucoup d'un ancien choix de première ronde, qu'on voyait peut-être un peu plus haut que la majorité, puis même il est sorti plus bas, c'est Snuggerud, qui était un gars excellent en échec avant, excellent en anticipation, un très très bon tir, puis ça va super bien en NCAA, il aurait pu jouer dans la nationale de hockey, mais il a décidé de retourner. Tu sais, ce profil-là est très intéressant, mais quand tu repêches ce joueur-là, tu t'attends pas à ce qu'il devienne la face de ta franchise en offensive, mais bien entouré. Tu as un hostie de bons joueurs de hockey dans ton top 6, par exemple. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que faut se faire aider. Si Lindstrom est pris, je crois qu'il peut devenir l'une des faces de ta franchise en offensive. Ian-là va être un très, très, très bon joueur, mais ce ne sera pas nécessairement hyper vedette. Tout le monde va l'aimer, selon moi. Il n'y a personne qui va dire genre, c'est un joueur banal. Non. C'est un très, très bon joueur de hockey, mais c'est pas le joueur de ton équipe. Tu sais, ce que je trouve plate, puis je peux comprendre la déception de certains partisans, c'est tu sais, David Reinbacher, j'ai bien aimé son jeu à Laval, tu sais, puis son jeu en Suisse aussi, je veux dire, ça va bien là, depuis qu'il était repêché. Il se mettait beaucoup de pression. Je pense que c'est un gros problème qu'il va avoir. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, je pense qu'il y a des défenseurs meilleurs que David Reinbacher dans le top 5, là, cette année. Là. Ben oui, je l'aurais environ dans les mêmes endroits cette année que l'année passée, là, entre 15 et 20. C'est ça. Tu sais, je veux dire, puis je vois Pierre-Luc Vézina en commentaire sur Patreon, tu sais, mentionne que c'est la raison pour laquelle le CH a drafté Slav et Reinbacher top 5, il pense aux séries. Ouais. Je suis d'accord pour Slav. Pour Reinbacher, on n'a pas d'indicateur présentement que c'est un gars qui va être solide en série. C'est un excellent défenseur. Mais moi, je suis en train de regarder Sam Dickinson en série à London. Hey. Ouais. C'est pas mal plus complet. Défensivement, il couvre autant de glace que David Reinbacher. C'est un point qui sortait énormément dans les points de presse à Laval, que David Reinbacher couvre donc bien de la rondelle. Il couvre donc bien de l'espace sur la patinoire, puis qui est super bon pour attaquer la rondelle sur le porteur. Sam Dickinson, il est excellent pour couper les trajectoires d'attaque, pour couper la glace. Il en couvre large. Puis en plus, je pense qu'il y a un plafond offensif nettement supérieur à David Reinbacher. C'est là que des fois, je peux comprendre la frustration de certains partisans de dire « Hey, c'était un draft de défenseur en 2024. Pourquoi? Pourquoi tu n'attends pas à 2024 et tu ne repêches pas un attaquant de qualité, de haute qualité en 2023? » Je peux comprendre la déception à ce niveau. Ouais, c'est ça. C'est facilement défendable sur le coup de se dire que on ne le sait pas l'année prochaine, ça va donner quoi. Mais avec le recul, tout se confirme un peu. Fait que j'ai hâte de voir, mais ça fait juste 2 ans qu'il a été repêché. Ben, 1 an, en fait. Fait que il y a beaucoup de hockey. Jusqu'à temps qu'il atteigne la première paire ou le top 3 du Canadien, il y a encore beaucoup de hockey à jouer. C'est très encourageant ce qu'on a vu à Laval. Peut-être un peu moins dans les entrevues de fin de saison, comme tu en as déjà parlé. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on dit ça qu'on est contre Reinbacher, mais qu'on l'encourage pas. On va l'aimer à Montréal parce qu'on sait que c'est un très bon joueur de hockey, mais ce ne sera pas le joueur de la défensive comme un joueur top 5 devrait l'être habituellement selon le repêchage dans lequel tu repêches. Mais c'est ça. Le Canadien est malchanceux un peu dans leur choix dans les 3 dernières années. Un repêchage, le choix numéro 1 de repêchage qui n'a pas de joueur générationnel. Après ça, top 5 dans un repêchage que top 4 est un peu élite. Puis cette année, que tu as un joueur vraiment élite, un deuxième offensivement qui l'est. Après ça, ça tombe un peu. On le sait pas trop. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est ça. ça arrive au Canadien, mais je crois
que les gens en place sont bons pour construire l'équipe, puis pas faire un peu comme Ottawa ou Oilers ou ben Buffalo, que c'est pas qu'ils les entourent pas, mais que le résultat sur la glace est pas où qu'il devrait être. Je pense que les Canadiens démontrent qu'ils ont du caractère beaucoup, puis peut-être que Reinbacher va bien s'insérer là-dedans. Je pense, je suis quand même optimiste pour pas gagner la Coupe Stanley, mais que d'ici 2-3 ans, les séries soient réellement une option constamment. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est un sujet de discussion, il faut le rappeler. On discute par rapport à ça. On spécule aussi beaucoup parce qu'on sait même pas qui le CH va prendre. Fait que, puis tu sais, si je me fais, mettons, l'avocat du diable de mes propres propos, dans un repêchage de défenseurs, tu repêches 5e. Justement, c'est un repêcheur de défenseurs pour tout le monde. Fait que tu as des attaquants élites qui vont descendre par la force des choses parce qu'il y en a qui vont vouloir repêcher des défenseurs dans un repêchage de défenseurs. T'sais. Fait que, justement, le fait que c'est un repêchage de défenseurs va-t-il permettre aux Canadiens de mettre la main sur Caden Lindstrom puis peut-être même sur Ivan Demidov? Hey, imagine si Ivan Demidov glisse au 5e rang parce que Chicago prenne Lev Shunov, puis après ça, les Ducks prennent Sam Dickinson ou Zane Parek ou peu importe, un autre défenseur, puis qu'après ça, les Blue Jackets pognent Caden Lindstrom. Ça peut arriver. Là. Les options sont là. C'est ça qui est intéressant. Il y a quand même plusieurs options. Puis il y a Egan là, que si, mettons, ça c'est Celebrity, Demidov, Lindstrom et Levchunov, mais Egan là, c'est tout. C'est que c'est un bon repêchage. Puis c'est ça, repêcher 5e. C'est que les options, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ou presque. Pascal, on passe au 2e choix des Canadiens. Parce qu'il y a un autre choix de première ronde. Un petit peu plus loin. Choix des Jets. Ouais, peut-être. Ça va faire qu'on en est passé. On verra. Là. Les options d'échange vont sûrement être là. Ça, c'est sûr et certain. Mais... Commençons par ces options-là. Tout à l'heure, tu nous parlais que trade down vers 9-10 à peu près. Mais est-ce que le choix des Jets pourrait te permettre de grimper milieu de première ronde selon toi? Puis quel joueur pourrait être inséré dans une offre de transaction justement pour trader up ce choix-là? Ben moi, je pense que c'est sûr que la Jacka est dans la discussion. Est-ce que, on a eu plusieurs rumeurs aujourd'hui, là, qu'il y a plusieurs DG qui appelle pour sa disponibilité et tout, puis que ça. Mais ça, par exemple, il faut mettre un bémol là-dessus, Pascal. C'est la 8e fois que David Pagnotta sort cette rumeur-là. Fait que, à un moment donné... Mais ce genre de joueur-là... Je veux dire, les DG font leur job, ils appellent. Non, mais c'est ça. Ce genre de joueur-là, ça attire tout le temps les téléphones nocturnes de personnes qui respirent. Là. Fait que, c'est sûr que les DG vont appeler. Puis à l'approche du repêchage, ils vont encore plus appeler une équipe qui est 12e, 13e. Mettons Buffalo, là, qui ont un choix assez haut, mais pas assez haut pour être sûr de repêcher quelqu'un, à moins que Benson leur tombe des mains. Mais tu sais, une équipe comme ça, là, qui repêche assez haut, puis qui recherche quelqu'un de caractère, ben c'est sûr que tu appelles pour avoir Jacky, puis un choix des Jets, ben pour s'amuser là-dedans. Là. L'option est vraiment là, mais pour d'autres joueurs du CH à échanger pour un choix entre 10 et 18, peu importe, je pense pas que Barron a ce genre de valeur-là pour bonifier autant le choix des Jets. Je penserais vraiment pas. Mais écoute, historiquement, c'est quand même rare que tu as des transactions qui te font passer du 26e rang au 10e. Non, c'est quand même rare. Puis vous remarquerez, là, on n'a pas tant parlé de transactions au 5e rang. En fait, on n'a même pas parlé là, parce que ça se fait pas des transactions dans le top 5. Là. Je veux dire, les dernières, là, c'était genre en 99, les Panthers de la Floride. Là. Tu parles d'un joueur contre un pick ou bien... Changer de pick. Ouais, dans le top 5, c'est rare, là, mais très rare. Même les trade-down qu'on a parlé, mais c'est rare. C'est ça, tu sais. Échanger, parce que là, il y avait des rumeurs, il y avait des discussions que le CH pourrait aller chercher le 2e choix aux Ducks avec Jacky pour aller repêcher Demidov. Je veux dire, quand tu y penses, franchement, est-ce que Demidov vaut Egenla Jacky?
Tu sais, mettons, là. Non. Je pense c'est pas, ça. parce qu'il y a quand même des risques, là. Tu sais, t'es mieux de garder un gars que tu sais qu'est-ce qu'il va te donner quand même, qui a de la valeur, donc tu peux peut-être aller chercher d'autres choses éventuellement. Puis Egan là, que tu sais très bien ce qu'il va donner plus tard dans l'équipe, versus Demidov, que oui, il est meilleur que les deux. Mais non, je pense pas que ça va être. Mais tu sais, dans le sens que plus que tu es au repêchage, quand tu es dans le top 5, ton choix de joueur, tu peux te permettre de prendre le joueur que tu veux. Ben oui. Une fois à la fin de la première ronde, là, si tu vois un joueur qui glisse, ou si tu vois un joueur que tu as haut dans ta liste, puis tu penses que dans les 3-4 prochains rangs là, qui s'en viennent, là, il va partir, là, ben, c'est là qu'une transaction peut survenir. Mais ton c'est pour ça Sénéqué que... sera en 13, 14, c'est sûr Ouais, que ça va sonner le téléphone. Là. Ouais, mais ça va coûter cher là, de monter ça va coûter de cher. 10 rangs. Fait que, tu sais, Ah oui? je pense que Justin Barron, avec le premier choix des Jets, pourrait te permettre de grimper de quelques rangs, mais ça va être de 4 ou 5, là, pas plus que ça. Ça te permettra pas, je pense, d'aller chercher un Sénéqué. Puis ça va peut-être te permettre d'aller chercher un Branson Nigard, par exemple. Si tu n'as pas accès à Sénéqué, moi, je trouve que c'est un joueur qu'il faut que tu sautes là-dessus là, en prix de consolation si tu préférais Sénéqué. Puis Branson Nigard, il est disponible rendu à 22-23. Trade up, puis moi, je vais le chercher. C'est sûr qu'il ne passe pas Détroit. Détroit, c'est leur genre de joueur européen d'un pays pas connu, là, mais un peu marginal. Avec Casper, c'est... Ouais, c'est ça. Ce serait ce genre de choix-là. Casper, Branson Nigard dans la même équipe. Je ferais pas déplaisant. Ça serait pas déplaisant. Je serais content. Non, ça. Faudrait que j'aille me prendre une photo avec Branson Nigard aussi au repêchage, mais là, ça fait un petit peu plus loin que d'aller à Montréal. Mais mettons, là, les joueurs que je détesterais pas que le CH monte, je pense pas qu'il y a Kenchuk. C'est un gars que j'aime beaucoup, mais je pense pas qu'il va dropper vraiment beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'options quand même pour trader up. Chernyshov, je pense qu'il va dropper. Lenius, il pourrait peut-être glisser un peu vu la belgéosité de son profil. Je t'interromps, Pascal. Mais tu dis non, attends un peu, là. Attends un peu, toi, mon petit maudit. T'as Trevor Conley qui descend rendu à 23-24. Il y a une autre équipe qui va le prendre. Parce que ça ne te coûtera pas un joueur. Là. Moi, oui, mais le CH ne le prendra jamais. Ouais. Brunet l'a dit. On sait que Brunet, il est plugué. C'est pas le journaliste que je préfère, mais il affirme haut et fort que le CH ne prendra pas Eisenman, ne prendra pas Connolly. Fait que je pense que vous pouvez mettre ça sur un petit papier, mettre ça ici, puis ayez votre deuil. Ça n'arrivera pas. Mais oui, c'est clair que je trade up pour Connolly dans le top 20. Puis Eisenman dans le top 4. Il drop 14-13, imagine. Hey. Je pourrais pas croire. Hein. C'est ça, c'est fou pareil. On est complètement... Buffalo sauterait dessus. Buffalo serait comme... Ah ouais! 11e. Zach Benson puis Cole Eiserman des dernières années. Merci beaucoup. Maintenant, on peut échanger Matthew Savoy. Il n'y a aucun problème. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est fou pareil. Hein? On est complètement résigné à ce que Cole Eiserman n'est même plus une option pour le top 5. On le sait qu'il ne sortira pas là. C'est le 11e de Buffalo puis Savoy contre le 5e, tu le fais-tu? Prochain épisode. contre le 5e? Ouais. Le Straight 11 down. Savoy. Pas sûr. J'ai le profil à Savoy, il a baissé un petit peu dans mon estime dans les dernières années. C'est pas une saison facile qu'il y a eu. Non, c'est ça. Mais tu sais, au 11e, est-ce que... ouais, c'est ça. Ben, tu sais, Branson Nigard, il peut aussi bien avoir une meilleure carrière que Sénéqué ou Keegan là. Fait que tu te ramasses avec Savoy puis Branson Nigard. T'es pas mal pris, là. Mais... Féchon! Mais non, c'est ça. Le développement de Savoy, je le trouve un petit peu... moi, c'est un gars que j'avais adoré là, au repêchage. De mémoire, je l'avais mis 2e sur ma liste, je pense. Je l'avais mis vraiment haut. Là. Puis, il était haut, mais aussi. Dans son développement, j'ai pas qu'il a plafonné, mais il y a eu des blessures aussi, ça l'a pas aidé. Là, mais... une des choses qui aide pas, c'est ce profil-là à Buffalo commence à être assez récurrent.
Donc, c'est ça. il baisse ou bien il stagne dans l'échiquier. Fait que à mes yeux, c'est clair qu'il va être échangé. J'ai hâte de voir, là, mais c'est à mettre sur votre liste comme sur votre liste de joueurs potentiellement échangés dans la prochaine année. Avec Cole Perfetti, avec Jonathan Berglund de Ah, il Détroit. arrête pas. Ça J'aime faisait ça. longtemps que tu l'avais pas dit. Ouais, c'est juste pour l'émoticône d'une face de nounours. Puis l'aubergine. C'est juste Berglund. C'est juste pour ça que je veux qu'il soit échangé au Canadien. Et moi, Euh, tu l'avais quatrième. Moi. Fait que, tu sais, je vais pas en parler non plus. on en a nommé quelques-uns, là, mais tu sais, est-ce qu'on a des cibles de joueurs là, qu'on serait intéressé à s'avancer avec le choix des Jets en particulier? Tu sais, mettons, toi, je sais que tu l'aimes bien, Sacha Boisvert, c'est un gars que tu montrais de quelques rangs pour aller chercher ou Non, t'espères j'attendrais. attendre qu'il glisse? Je pense pas qu'il va glisser, mais au pire, je vais prendre Sorin. Yago Sorin avec le choix des Jets sans avoir à gaspiller des assets. C'est pas gaspiller, mais tu sais, je pense que ce genre de profil-là fait défaut chez les Canadiens de Montréal. Donc, moi, j'attendrais pour aller chercher lui ou ben Solberg. Tu sais, c'est pas des joueurs que. Je l'aime beaucoup, ben, Boisvert, mais je pense pas que je paierais des assets pour monter dans le rang, à part 2-3 rangs, mettons, là. Mais tu sais, échanger un défenseur ou un autre joueur pour monter de 7-8 rangs, je penserais pas. Mais il y a quand même quelques noms, là. Moi, personnellement, je suis un peu de ton avis. Là, tu sais, Yegor Sourin, moi, j'aimerais bien ça le voir être repêché. C'est un autre joueur qui est assez. Un indice de rugosité assez élevé. Oui. Euh, Mais tu sais, Newgard, s'il glisse, Connolly, oui, mais ça arrivera pas avec un Canadien. Seneke, je pense pas qu'il glisse nécessairement en dehors du top 12. Badinka, non, même si je l'aime beaucoup. Bacha, je pense que tu peux attendre. Tu sais, c'est pas nécessairement un gars que tu te dois de payer absolument pour l'avoir, mettons, pour te l'assurer. Je l'aime bien, mais tu sais, je pense pas que ça vaut à peine nécessairement, là. Green Tree, moi, même affaire. Fait que non, il n'y a pas énormément de choix. Vu, tu sais, on a parlé pas mal aussi cette année que les tiers, là, tu sais, la chute vient après, mettons, Celebrini, après ça, Demidov, Lindstrom, puis trois autres joueurs. Après ça, il y a quand même une drop jusqu'au 10-11. Puis après ça, la drop, à l'englobe vraiment beaucoup de joueurs. Fait que c'est pour ça qu'il y a dire, je vais payer pour monter. Ben, c'est parce qu'il y a le tiers de joueurs. C'est pas talent égal, mais tu sais, c'est comme un peu similaire en termes de potentiel. Fait que c'est moins intéressant de payer pour monter. il y aurait une formation moi, que je verrais possiblement le Canadien titiller un petit peu pour aller chercher un joueur qui descend, puis c'est les Preds de Nashville. 22e. Ils repêchent 22e. Ils n'ont pas beaucoup de défenseurs droitiers là, que tu peux te dire à long terme, ça peut devenir intéressant pour la formation. Justin Barron pourrait être glissé avec le choix de première ronde. Là, on est dans une spéculation à côté, là, mais Justin Barron, le choix des Jets, tu vas chercher le choix des Preds, peut-être un asset avec, puis tu t'en vas repêcher un gars comme, exemple, Branson Newgard ou tout autre. Tu sais, je regarde ma liste, là, puis effectivement, il y en a qui peuvent descendre. Là. Branson Newgard, ça peut descendre jusqu'à 22, là, assurément. Même dans les mock drafts, il est projeté presque là, à peu près. Là. Ouais. Tu sais, je pense pas, c'est ça, que Seneke va se rendre, mais tu sais, je pense que le 22e rang pourrait être quand même intéressant à aller chercher. Tu sais, je pense pas que Toronto, je pense pas que Edmonton, Colorado, Boston, je je pense pas que ça bouge tant que ça. Mettons qu'on regarde, là, New Jersey, il est dans les rumeurs qui seraient disponibles, parce que les autres, ils se voient meilleurs qui sont. Ouais, Buffalo, pour le je 10e. pense qu'ils pourraient commencer à payer pour avoir des joueurs, non pas des choix plus hauts. Philadelphie, tu sais, ça a quand même bien été cette année. Est-ce qu'eux, ils se voient meilleurs qu'ils sont? Parce que je pense qu'ils sont moins bons que cette saison. On verra bien. Minnesota, je pense pas que c'est une équipe qui va échanger son choix. Détroit se voit clairement plus avancés qu'ils sont dans leur cheminement. Il y a quand même des équipes. Je pense pas que les Capitals vont échanger. Islanders de New York, ils l'échangent tout le temps. Fait que c'est sûr que c'est un candidat. C'est sûr et certain que c'est un candidat à échanger.
Vegas, ils l'échangent plus tard. C'est dans 3 ans, ils vont l'échanger, ce joueur-là. C'est tout le temps ça. Fait qu'il y a quand même des joueurs, des équipes potentielles de 10 à 20 là, pour des échanges. Fait que ça va être de voir si ça se concrétise. Mais les options pour le CH, un choix avec un joueur, je sais pas s'il y en a tant que ça pour Barron, Jekai, je penserais pas qu'il l'échange. Mais c'est sûr qu'ils vont avoir des appels. Là. Je penserais pas qu'il l'échange, même si moi je suis pour. Mais, c'est ça. On verra bien. Là. Ça risque d'être. On pense tout le temps que les repêchages vont être vraiment genre enlevant au niveau des échanges, au niveau des sélections. Puis en fin de compte, il n'y a rien qui est échangé jamais. Donc, ouais. C'est tout le temps les semaines avant. Là. Alors, on verra bien, là, mais soyez à l'écoute. Je te lance une petite perche, là. On continue de spéculer sur des transactions. On s'amuse avec ça. Veux pas, ça va être les sujets de l'heure d'ici le repêchage, les scénarios possibles. Une équipe te demande Michael Matheson. T'échanges-tu Mike Matheson puis le 26e pour grimper quasiment à mid-première ronde pour repêcher un gars? Moi, je pense que tu peux t'attendre à une valeur vraiment haute de Matheson. Donc, je pense que tu pourrais même juste Matheson aller chercher un choix de milieu de première ronde. Là, dans, je sais pas quelle équipe, là, mais moi, je le fais. C'est sûr que je le fais. Parce que je pense pas que le Canadien va compétitionner pour les séries toute la saison. Je pense qu'ils vont, sûrement au début de la saison, vont sûrement avoir un bon début ou peu importe. Puis à Noël, ça va chier. Mais je pense que Matheson aiderait à reconstruire comme il faut. Mais c'est un bon vétéran. Il offre quand même plusieurs buts à l'adversaire. De temps en temps. Il nuit pas nécessairement. Mais ce gars-là, c'est vraiment une réussite pour le Canadien, je trouve, au niveau du développement tardif d'un joueur. Je pense que Saint-Louis réussit très bien avec ce gars-là, malgré le fait qu'il était quand même blessé pas mal. Là. Fait que si tu veux optimiser sa valeur, go for it. Là, je serais pas déçu, pas tout. Là. Mais c'est ça. Les Devils, man. Les Devils, ils ont Luke Hughes gaucher, à part ça. Ça serait dans l'alignement présentement. Ils ont ball, là, mais c'est ça. Ben, c'est ça, c'est pas. Matheson peut rentrer aisément dans ton top 3 tout de suite demain matin. Ouais. Puis, comme tu le disais, les Devils, ils se voient plus haut qu'ils le sont. Ils veulent retourner en série, c'est clair. And the trade is 1-for-1. Oh my God! Ouais, ça serait fou, là. Mais tu sais, mettons, tu pognes, je sais pas, tu sais, là, on va loin. On s'amuse. EA Sports, it's in the game. Ouais, c'est ça, exact. Mike Matheson, le 26e, le choix des Jets contre le 10e, puis Alexander Holtz. Ils ont payé cher. Tu vas te chercher après ça un défenseur comme le 10e. Tu rentres au temps de genre Zane Parek ou... Oui, je sais où que je signe, c'est sûr. Là. Ou Yves Bayonne même, je serais content. Là. Mais oui, écoute, je serais vendu à cet échange-là, c'est sûr et certain. Je pense que je serais pas le seul à aimer le chaos que ça amène, même si on apprécie Matheson. Tu sais, Holtz, il n'y a pas nécessairement les chances qu'il faudrait qu'il aille pour vraiment se développer. Avec le Canadien, il l'aurait. Là. Mais, ouais, même Mercer. En tout cas, bref, ça serait pas dégueu comme échange, je crois. On parle de Holtz. On bascule vers une question de Guillaume Villeneuve en chat. Les cibles de jeunes joueurs semi-établis à la New Hook ou DAC contre le choix des Jets. Fait que là, on parle pas de trade-up. Ouais. On parle vraiment là, d'aller chercher un prospect avec ce choix-là plutôt qu'une sélection au repêchage. Mais de parler de Holtz. Holtz en est un. Même Mercer, je pense qu'il a perdu des plumes, peut-être pas disponible, même si je ne penserais pas. Il faudrait fignoler de quoi de plus avec le choix, là, assurément. Là. Perfetti, j'ai parlé de Berglund, c'est sûr que je le trouve intéressant. Après ça, j'ai dit un autre. Phil Tomasino à Nashville. Ouais, Tomasino à Nashville. C'est un nom qui est cette année. Mais... Ouais. Pas de temps intéressant. Mathieu Moi, Nice. Toronto voudra pas. Refusé. Mais c'est sûr qu'il y en a pas mal. T'sais, Mathieu Savoie, il y a quand même une coupelle de non potentiel à Buffalo, on va se le dire. Là.
Que ce soit Rolson ou bien... je pense pas que Kulich soit disponible, là, mais maintenant, ils vont manquer de place pour tout le talent qu'ils ont. Fait que c'est sûr qu'ils vont commencer à payer pour s'acheter des joueurs. Fait que... ou bien acquérir d'autres assets. Je pense plus que ça va être des joueurs contre des joueurs, pas des choix. Là. Mais il y a une... Nommez-en à Buffalo, mais les Calgary... Oui, Pascal, bravo. Les Flames de Calgary, tu sais, t'as Pelletier, qui pourrait quand même être disponible selon moi. Est-ce que le Canadien serait intéressé? Il demeure petit, il cherche du physique. T'sais, oui, il a le talent, mais 5 et 9. Je penserais pas qu'ils vont l'échanger, même en fait pour Coronato. Je pense pas que le Canadien serait intéressé, mettons. Mais il faudrait que je pense là. Est-ce qu'un joueur comme Samuel Poulain pourrait t'intéresser, Pascal? Non. Non? Non. Je Parce que je suis en train... Je suis en train d'essayer de figurer le fait que les Pingouins n'ont pas de choix de première ronde. T'échanges Jake Gensel en te disant on va peut-être commencer à reconstruire. Puis le repêchage suivant la transaction, ton meilleur choix, c'est le 46e. Fait que là, je me dis, tu sais, le CH, s'ils veulent aller piger là, à quelque part, là, les Pingouins, eux autres, ils vont vouloir peut-être avoir un choix de première ronde aussi. Peut-être plus une transaction de choix avec les Pingouins, incluant un joueur peut-être, là, mais c'est juste que les Pingouins n'ont pas d'espoir. Il y a Yeager, mais ils ont Yeager, ils ont Bros. Ils sont quand même assez Yeager intéressants. serait pas dégueu. Là. Ouais, Yeager, il est quand même un nom cool. Après ça... Ça, c'est de l'analyse. Ça. J'en ai, moi, de l'année, j'en ai comme ça. Livre défensive, écoute, Pickering. C'est pauvre, non, c'est ça, c'est pauvre, pas mal. Là. Non, il n'y a pas grand-chose. Ça serait vraiment Yeager. Là. Mais pourquoi tu échangerais Yeager? Non, c'est ça. Garde-les. Hein. Non, Morgan Frost à Philadelphie pourrait être un joueur, je crois, qui pourrait être disponible contre un choix, je ne sais pas. Mais je suis sûr et certain que Philadelphie a appelé Kent Hughes pour aller chercher Jacky contre Frost ou genre puis d'autres choses. Je suis sûr et certain puis que Kent Hughes a fait mais je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai entendu des rumeurs concernant Marco Rossi du Wild. Ben le Wild serait intéressant le départir, mais quand j'ai lancé la discussion sur Twitter, joueur de petit gabarit, ça avait pas pogné tant que ça au niveau des parties. Les jambes sont grosses, là. Moi personnellement, je l'adore, ce joueur-là. Mais oui, le timing canadien, il cherche pas nécessairement ça. Peut-être que c'est pas intéressant, mais moi, j'adore Berglund, mettons, mais Rossi, c'est une coche de plus de joueurs de petite taille, là. Islanders, écoute, pas grand-chose. Ils n'ont rien dans le pipeline. Brendan Brisson, Brendan Brisson à Vegas, Catafort, mais même là, il n'y a pas grand équipe là, Ottawa, non. Caroline, il y a quand même une coupelle de joueurs intéressants là, dans leur pipeline, c'est surtout des Russes, là, mais ils ont quand même... il y a l'émergence de Jack Drury qui est mais c'est juste que les Hurricanes, ils gagnent à rien à aller chercher un choix de première ronde contre un espoir. Ça sera pas. Ça sert à rien. Tu sais, déjà que. Écoute, le DG de la Caroline, il doit être solide à quelque part parce que pour Gensel, il a même pas donné Scott Morrow puis Bradley Nadeau. Là. Fait que j'irai pas tenter le diable là-bas. Là. Non. C'est vraiment plus dans le top 15, je crois qu'il y a des cibles potentielles intéressantes là, chez les joueurs, que les équipes pourraient peut-être chercher des choix au lieu de chercher des joueurs. Alright, petite question, c'est même pas par rapport aux Canadiens, c'est par rapport au repêchage 2024. Berkeley Catton serait-il choisi avant question. Zach Benson l'an dernier? Ah, bonne question, pareil. Je pense que Catton a plus de talent offensif. Mais si plutôt je regarde les équipes. Écoute, Benson est sorti 13. Ouais, je pense que Je dis over. Je dis over. Dans le fond, qu'il va repêcher avant Benson, mais ça va être similaire selon moi. Là. Parce que s'il drop, mettons, petit trade-up, ça serait quand même malade. Tu sais, c'est ça. Je trouve que Benson, offensivement, donnait. Moi, en tout cas, Catton, je respecte le plafond offensif, mais
j'ai mes réticences par rapport à sa capacité à transposer son offensive dans la Ligue nationale, tandis que Benson, j'avais pas ce... Ouais. J'avais pas ce... Tu sais, parce que il y avait une touche rugueuse, il y avait une touche, il y avait toujours la pédale dans le fond, qui était capable d'aller dans le physique. Tu sais, Benson attaquait les défenseurs au corps, puis il était capable de passer. Ouais. Catton, c'est pas toujours le cas. Tu sais, je respecte qu'il s'essaye, mais c'est pas toujours réussi. Catton, c'est déjà que le chandail il va bien, par exemple. Ouais, ça, c'est encore une analyse. C'est comme les stats avancées. Hein? T'as les analyses avancées de Pascal. Exactement. Moi, je suis dans les analyses d'indices de pollen. C'est ça mon intérêt. Mais Ben, ouais, c'est... Moi, Benson, je l'ai plus haut. Je l'avais plus haut l'année passée que ce que je vais avoir Catton cette année. Fait que, oh, oui, moi aussi. C'est ça. Ça donne un peu un aperçu d'eux. Mais je pense qu'il va être repêchable. À cause justement que le plafond, il est quand même un bon patin. Benson, si on pouvait se poser des questions sur le patin, quand même. Je pense que c'est moins le cas pour Catton. Puis il y a moins bonne équipe aussi, Catton. Vraiment moins bonne équipe. Dernière petite question. OK. Je pense pas que je t'avais briefé là-dessus. On se fait tellement des gros briefings pour les épisodes. En fait, c'est ça. On est en deuxième ronde. Oui. On commence à parler un peu de la deuxième ronde parce qu'assurément qu'on va faire des podcasts là, sur les espoirs un peu plus lointains pour les choix du Canadien. T'es en deuxième ronde. T'es chez 58e. Fait que, mettons, presque à la fin de la deuxième ronde. Justin Poirier est toujours disponible, tu le prends-tu? Non. Non? Non, il est sur ma liste non-draft. Je les touche même pas. Ce gars-là, OK. j'ai zéro confiance en Justin Poirier. Puis ça me dérange pas de faire tracher là-dessus. Là. Je reconnais son talent élite. Il est dans le top 5 des meilleurs marqueurs du repêchage. Il est petit, oui, mais il est quand même costaud. Est-ce qu'il y a nécessairement beaucoup de place à amélioration au niveau de son physique? Je ne penserais pas tant que ça. Mais c'est l'attitude, souvent sur la glace, il pogne des mauvaises pénalités, il est paresseux souvent quand ça compte. Oui, il y a un aspect rugueux, c'est une peste, mais je trouve pas que c'est bien utilisé à son avantage. Il y a l'effet de son équipe, qui est une équipe élite dans la CHL cette année. Est-ce qu'il fait partie des joueurs élites de la formation? Oui, c'est sûr, certain. Mais je crois que c'est un joueur junior élite, mais que dans le hockey professionnel, ça va être pas mal plus tough. Oui, son gabarit, mais j'aimerais vraiment ça. C'est un des joueurs, je crois, cette année que j'aimerais le plus, mettons que j'étais un recruteur, rencontrer. Parler à ses coéquipiers, rencontrer lui, ses anciens entraîneurs, tout ça. C'est un des joueurs que j'aimerais le plus parce que ce que je vois sur la glace me gosse à un point que je le mets sur mon on-draft, alors qu'il est quand même aimé de pas mal tout le monde, mais mon évaluation sur la glace me gosse trop. Puis j'ai la misère à le transposer dans le national de hockey. Est-ce que le Canadien repêche 4e ronde, 5e ronde? Ça me dérangerait pas, je serais content pour le kid puis pour les partisans d'avoir un Québécois et tout. Mais moi, je pourrais pas mettre mon nom, c'est pas ça que je veux dire, là, mais tu sais, j'épaulerais pas sa candidature sans y avoir parlé. Puis je suis pas un recruteur, donc c'est pas ma job. Je pensais pas que tu étais aussi drastique dans ton évaluation de Justin Poirier, mais c'est correct. Ou alors, paysan. Bernier, paysan. Ouais. Ben là, j'ai vu dans le mock draft de TSLH, onglet que vous pouvez toujours consulter d'ailleurs, ceux qui écoutent là, sur le site, on a un onglet mock draft NHL. Vous pouvez aller le consulter. On a 64 sélections. Toi, tu avais mis 65, pardon. Ouais. Tu avais mis Thomas Lavoie comme sélection en deuxième ronde. Un défenseur. Hein? Ouais, des Cap-Breton, des excellentes séries éliminatoires. Pas le plus offensif, mais bouge bien que la rondelle. Quand même mine aussi dans sa zone. Il gruge énormément de minutes depuis 2 ans. C'est un peu comme Étienne Morin. Ses matchs sont plats à regarder parce que c'est 33 minutes de temps de jeu. Mais il prend plusieurs responsabilités malgré son âge. Son équipe a excédé un peu les attentes.
ce joueur-là, moi, il m'intéresse vraiment beaucoup. Le gabarit est vraiment bon avec la mobilité et tout. Donc, c'est certain qu'en deuxième ronde, début troisième, ce gars-là, moi, est dans mes cibles pour le Canadien. En plus, c'est un droitier. Donc, oui, c'est pas nécessairement un gars de première paire, mais m'amener, il y a des gars de première paire, il y en a 3 dans un repêchage. Fait qu'il faut arrêter de capoter, là. Je pense que ce serait un bon coup de dé, si on veut. Thomas Lavoie, Thomas pas de H. Donc, oui, c'est sûr. Alexis Bernier aussi, c'est un joueur que j'apprécie bien au niveau du Québec. Mataiko aussi, qui serait dans des cibles peut-être un peu plus tardives, là, si on veut. Là, mais il y a quand même quelques joueurs à la LHJMQ qui sont intéressants. Mais c'est sûr que c'est pas nécessairement une cuvée incroyable. Là. Ça va être plus le fun à regarder l'année prochaine, la LHJMQ. Oui, surtout chez nous. Ouais. Chicoutimi, ça va pas être déplaisant. Je vais essayer d'y aller plus que cette année. Là. Cette année, j'ai à cause de la gastro. Je n'irai pas avec la gastro. La galerie de presse. Salut les gars! Fait que non, c'est vraiment pas mon but dans la vie d'infecter le monde. Fait que l'année prochaine, ça va être vraiment le fun. J'ai vraiment hâte. Ça va être une bonne équipe. Je pense pas que ça va être 4 joueurs. Les 4 joueurs de 16 ans cette année vont être des joueurs repêchés en première ronde. Mais ça va être le fun quand même à suivre. Une petite dernière pour la route, Pascal. OK, ça fait 4 dernières. C'est comme Michel, le cerveau roule, moi. Je te l'ai dit, à soir, on parle des cibles potentielles. On va aller d'un bord puis de l'autre. On s'amuse. On s'amuse. Le CH nous a montré dans les dernières années être très intéressé à repêcher des frères. On parle de Jack Hayes, simplement. Cole Hudson, selon toi, une cible pour les Canadiens, que ce soit avec le choix des Jets ou deuxième ronde? Deuxième ronde, ça me dérangerait pas. Deuxième ronde, ce serait vraiment pas un problème pour moi qui aille chercher Cole Hudson. Pour la première, c'est parce que ce profil-là chez les Canadiens est quand même là, est quand même très, très bien représenté. Ce profil de défenseur-là est là pour partout. Là, ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si ça serait vraiment... en deuxième ronde, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un bon value pick au 58, mettons. Ouais, ça demeure un gars talentueux qu'au pire, tu peux monnayer éventuellement. Fait que je pense qu'il pourrait excéder son rang de sélection. Mais en fin de première ronde, mettons, tu fais absolument un défenseur. Tu me connais, moi, Stian Solberg, je l'aime pas mal mieux. Puis au pire, tu as Adam Jiricek, qui possiblement va être là. En plus, il est droitier. Pourrait être pas mal plus intéressant, mettons, pour le Canadien. Comme mettons, un coup de dé, là. Ce serait pas mal plus intéressant que Cole Hudson à mes yeux. Mais pour une équipe qui aime ça risquer un peu, ben, je pense que Hudson demeure une bonne option. Dallas adore ça, repêcher des coups de circuit potentiels. Philadelphie ont quand même plus qu'un choix. Fait que, je pense que ça pourrait quand même être intéressant pour eux autres. Mais si j'avais à gager, ça va être en deuxième ronde pour être repêché. Ouais, moi, je te dirais que pour Cole Hudson, je le disais à la blague, mais je le pense quand même un peu. C'est le genre de profil que tu vois toutes les années. Là, un petit défenseur mobile. Créatif. Bon tir, bonne passe. Mais moi, j'aime pas toujours ses prises de décision, sa patinoire, là, honnêtement. Je voudrais que ce soit plus élite, ses prises de décision, parce que toutes ses habiletés individuelles, tu peux les avoir dans n'importe quel autre défenseur. La façon qu'il passe, la façon qu'il est mobile, tu peux le retrouver dans un Thomas Galvis, mettons. Fait il y a Fresh, il y a Alphonse Fresh, puis il y a aussi j'ai oublié son nom, là. En tout cas, t'as Alphonse Fresh. Kiviario, au pire. Ça demeure le même genre de joueur, sauf que peut-être que, oui, il a été blessé, mais je crois que son plafond, à ce temps-ci... Tu le pognes 58, sa valeur a plus d'importance que si tu le pognes au 26. Oui, à mon avis. Okay. Oui, je prends Fresh vraiment avant. Fresh ou Fresh, peu importe. Suédois. Alright. On va assurément faire un autre épisode pour pour nos listes, mais aussi pour des choix lointains, des petites cartes cachées. On va essayer de glisser ça dans nos sujets d'épisode par-ci par-là. Ouais. Donc, on vous invite à suivre le TSLH Espoir sur le site. Nos profils, on continue de les sortir. On est en écriture pour le guide. Fait que c'est pas mal là qu'on est rendu. On est
pas mal dans le dernier droit là, de la saison, là, menant à la Coupe Stanley du TSLH, qui est le repêchage. On la gagne à tous les années. Ouais, ça, je suis pas sûr, là, mais en tout cas. En tout cas, cliquez, Chris. Ouais, c'est ça. Alright, donc merci à tous d'avoir été au rendez-vous, puis on va se dire à un prochain épisode. Salut tout le monde.